Président de la République Alassane Ouattara, en visite officielle de 4 jours à Séoul depuis lundi dernier, a reçu aujourd'hui le titre de docteur honoris causa en économie de l'université féminine de Sukmyung. Nous irons en Corée du Sud dans ce journal. C'est demain la journée mondiale de la Poste. Elle est célébrée le 9 octobre de chaque année avec pour objectif de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et sa contribution au développement socio-économique des pays. Et puis convoqué pour une audience sur un éventuel nouveau report de son procès, le président kenyan Uhuru Kenyatta, accusé de crimes contre l'humanité, a comparu aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara poursuit sa visite officielle de 4 jours à Séoul, en Corée du Sud. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui le titre de docteur honoris causa en économie de l'université féminine de Sukmyung. Il a aussi pris part à un déjeuner d'échange avec les responsables des 4 grandes institutions économiques coréennes. Le point avec Abiba Dambélé, notre envoyé spécial sur place. L'université féminine de Sukmyung était à sa création en 1906 la première école privée de filles de Corée. Cette institution a évolué jusqu'à devenir aujourd'hui une université de référence, d'où sont issues des compétences féminines du pays. Sa devise est la douce force de changer le monde, faisant allusion à la douceur féminine. 13 000 étudiantes méritantes constituent le vivier des femmes leaders pour les années à venir en Corée. Et c'est cette université prestigieuse qui a décidé d'honorer le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été élevé à la plus haute distinction académique, celle de docteur honoris causa, pour son parcours brillant, exemplaire, pour son leadership au plan international. Selon la présidente de l'université Sukmyung, le président ivoirien est un modèle et représente un espoir pour le continent africain, pour sa vision et ses actions. Le président Alassane Ouattara a remercié la présidente de l'université pour cette marque de considération. À travers elle, la présidente coréenne, avant d'égrener les actions en faveur des femmes et de l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans le domaine éducatif, la politique de gratuité à l'école et la politique sociale du gouvernement, qui concerne la distribution des kits scolaires, la construction de cantines, ont permis une amélioration notable du taux de scolarisation de la jeune fille. Ce taux est passé de 77,5% en 2010-2011 à 89,8% en 2013-2014, soit une hausse de 12% en 3 ans. Plusieurs chantiers ont été ouverts par le gouvernement et je voudrais citer quelques-uns. D'abord au plan législatif, plusieurs textes ont été pris en vue de renforcer la protection des droits de la femme, en ce qui concerne notamment l'égalité des époux dans le mariage ou encore la protection de la jeune fille en milieu scolaire. Ensuite, au plan économique, un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire en vue d'aider les plus démunis et leur permettre un accès plus large au financement de projets. En outre, le projet portant protection, promotion et autonomie féminine en milieu rural, lancé en février 2014, connaît un véritable succès. Troisièmement, au plan social, le gouvernement a procédé à l'ouverture aux jeunes filles des concours d'entrée à l'école militaire préparatoire et technique, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire les MPT, ainsi qu'à la gendarmerie, jusque-là réservée aux seuls garçons. De plus, la réalisation du compendium des compétences féminines vise à favoriser l'intégration des femmes dans les instances nationales de décision. Le chef de l'État a souhaité par ailleurs le renforcement de la coopération avec la Corée dans le domaine de l'éducation. Un souhait réalisé séance tenante, un mémorandum d'entente de coopération a été signé entre l'ambassade de Côte d'Ivoire et l'université Sukmyung. La cérémonie a pris fin
avec une belle prestation de l'orchestre philharmonique de cette université féminine prestigieuse. Habiba Dambélé a aussi suivi pour vous l'ensemble des audiences accordées par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a échangé avec le président de KOICA, l'agence coréenne de coopération, avec le président de la Banque Import-Export de Corée et avec le président de Dongsang Engineering. Entre autres sujets abordés lors de ces échanges, le financement de projets de développement, notamment le train urbain. Reportage. Le président de l'agence gouvernementale de coopération KOICA, Kim Young-mok, est venu annoncer au président de la République Alassane Ouattara le retour de l'agence coréenne en Côte d'Ivoire. La KOICA se dit prête à accompagner notre pays sur la voie de l'émergence. L'aide octroyée à la Côte d'Ivoire dans différents projets en faveur des jeunes et des femmes et de grands projets d'infrastructures, notamment le train urbain, est estimée à environ 50 millions de dollars. Le président d'Exim Bank a confirmé pour sa part l'implication de l'institution bancaire coréenne dans le projet de réalisation du train urbain. Cette banque va débloquer près de 70 millions de dollars de prêts concessionnels à la Côte d'Ivoire pour ses projets de développement. Le train urbain, un projet cher au président Alassane Ouattara, car sa réalisation va permettre la modernisation et la fluidité du trafic. Le président de Dongsang Engineering se dit prêt à contribuer à la réalisation de ce grand projet. Nous avons parlé du projet de train urbain, donc Dongsan est le représentant du groupement qui est en train de travailler sur le projet. Donc on lui a expliqué l'avancée du projet et en même temps notre motivation et notre volonté de continuer pour le succès de ce projet. L'émergence en 2020 se précise grâce à ce pays ami de la Côte d'Ivoire qui est déterminé à soutenir les actions du bâtisseur Alassane Ouattara. Ici à Abidjan, l'Office national de la protection civile ONPC, en collaboration avec le ministère de la Communication, organise sur 2 jours un séminaire de formation des journalistes. L'instruction porte sur le plan Orsec, l'organisation de la réponse de sécurité civile, une manière de renforcer les connaissances des journalistes sur les thématiques majeures liées à la protection civile et au plan Orsec. Ce séminaire a ouvert ses portes ce matin ici à Abidjan-Cocody et c'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Noussangari Aboussanogo. La question de la protection civile, une préoccupation majeure. Les pluies diluviennes cette année ont causé de nombreuses pertes en vie humaine et occasionné d'importants dégâts matériels sur tout le territoire national. Face à cette situation, un séminaire a donc été initié pour former les journalistes sur le plan Orsec afin que ceux-ci soient des relais d'information auprès des populations qui sont exposées au risque de catastrophe. Cette formation permettra aux journalistes d'apprécier le rôle important qui est le leur quand le pays est confronté à une situation de catastrophe. Le risque zéro n'existant pas, l'organisation des secours reste le moyen par excellence de gestion des crises. Ce séminaire qui se tient du 8 au 9 octobre a pour thème plan Orsec, déclenchement et organisation. C'est à travers les médias que nous avons connaissance des catastrophes qui ont lieu de par le monde et c'est à travers les médias que les populations apprennent l'action du gouvernement à l'attention des populations sinistrées. Et pour informer la population correctement, pour que les médias eux-mêmes sachent ce que c'est que l'Orsec. Qu'est-ce que le plan Orsec? Qui peut le déclencher? Qui en sont les acteurs? Quelle est son efficacité? Toutes ces questions seront débattues au cours de ce séminaire qui se tend sur 2 jours. Il est bon d'avoir des journalistes bien formés pour rendre compte, lorsqu'il y a une survenance d'une crise, de l'information à donner avant, pendant et après. Cette formation-là, non seulement elle est bien pour nous-mêmes, mais quand nous allons la relayer, au moins on pourra sauver des vies. Le plan Orsec est un système polyvalent de gestion de la crise. Organisation des secours et recensement des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe. Le budget d'un État détermine l'action de tout gouvernement.
une période. Comment est-il élaboré? Comment le budget est-il exécuté? Qu'en est-il de son suivi, de son évaluation? Pour le comprendre, l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, initie depuis ce matin un séminaire de formation de 48 heures. L'objectif est le renforcement des capacités des journalistes pour un meilleur traitement de l'information sur la thématique budgétaire. Guy Roger Nguessan, Francis Boifo. Des journalistes en formation. Ils sont issus de la presse écrite et de l'audiovisuel. Thème retenu, élaboration, exécution et évaluation du budget de l'État. Un thème bien à propos dans un contexte où le gouvernement a annoncé en début de semaine son budget au titre de l'année 2015 de 5 014,3 milliards de francs CFA. Par rapport au budget, nous ne sommes pas vraiment renseignés, la population non plus. Au moins avec cette formation, on pourra mieux appréhender la question du budget de l'État. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, initiatrice de ce séminaire de formation, vise l'amélioration des écrits des journalistes sur les thématiques économiques et budgétaires. Nous avons voulu que les journalistes ivoiriens s'approprient les termes du budget de l'État, comprennent ce que c'est que le budget de l'État, afin de ne pas seulement se contenter des chiffres qu'on donne, 4 000 milliards, 5 000 milliards, mais qu'ils voient au-delà. Durant 2 jours, les experts du ministère auprès du Premier ministre en charge du budget vont donner aux participants de ce séminaire des indicateurs et outils indispensables à une meilleure compréhension du budget de l'État. Nous allons apprendre à connaître tout le processus d'élaboration du budget, parce que le budget, on l'annonce en Conseil des ministres, mais c'est tout un travail. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, créée en 2009, fait de la formation sa priorité. Pour elle, il faut des journalistes bien formés pour mieux contrôler l'action gouvernementale et mieux informer l'opinion publique. Une quarantaine de produits d'origine ivoirienne dont le thon, le bois et le cacao devaient être frappés de droits de douane sur le marché européen depuis le 1er octobre dernier. Mais les autorités européennes ont suspendu la mesure du fait de l'accord intérimaire signé par la Côte d'Ivoire et l'APE, l'accord de partenariat économique en cours de signature entre la CEDEAO et l'UE. Les précisions d'Adama Koné. Les portes des marchés des pays de l'Union européenne restent ouvertes aux produits ivoiriens en franchise de droits de douane. La menace de fermer le marché européen aux pays n'ayant pas d'accord de partenariat économique APE avec l'UE le 1er octobre 2014 est levée. Les exportateurs ivoiriens peuvent donc continuer de vendre leurs produits sans droit de douane. Une quarantaine de marchandises, dont la banane, l'ananas et les produits transformés du thon, du bois et du cacao étaient concernés. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, en a informé le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire garde l'avantage de l'exportation sur le marché européen pour avoir déjà signé un accord intérimaire avec l'UE. L'accord de partenariat économique régional, qui doit se substituer à l'accord intérimaire, a été validé par la CEDEAO le 10 juillet 2014 à Accra, la capitale ghanéenne. C'est dans l'attente de la signature et de la ratification de cet APE régional que l'Union européenne a levé la mesure de taxation. Demain, c'est le 9 octobre et c'est la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle. L'objectif de cette célébration est de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la poste dans leur vie quotidienne et sa contribution au développement socio-économique des pays. Les pays membres de l'UPU sont invités à organiser des activités de sensibilisation de leurs clients et des médias à leurs produits et services au niveau national. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui annonce la revue de son code de la poste. On retrouve Guy Roger Nguessan. Que peut la poste dans un paysage évolutif de la communication? L'activité postale, autrefois primordiale pour le rapprochement des personnes physiques et morales et partant pour le développement économique des pays, est en perte de vitesse. Supplantée par la facilité et la rapidité des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'activité est à la croisée des chemins. Il faut une bonne politique pour voir, sinon dans les années à venir, là, on ne parlera plus de la poste en Côte d'Ivoire.
Commémorant la 140e année de sa création, l'Union postale universelle entend tout mettre en œuvre pour maintenir l'activité postale. Partout dans le monde, les postes s'organisent pour relever les défis qui leur sont imposés par l'évolution technologique. Pour le gouvernement ivoirien, la seule option pour la poste locale est de s'inscrire durablement dans cette nouvelle dynamique en innovant, et le premier acte est une restructuration du secteur postal. Depuis fin octobre 2013, notre pays s'est doté d'un nouveau code postal en remplacement de celui de 1976. Ce nouveau code apporte des avancées en termes d'organisation du marché postal ivoirien. Il permet la mise en place d'une régulation de ce secteur d'activité au bénéfice de toutes les parties prenantes. Les prochains mois verront l'accélération de l'application effective du nouveau code postal, notamment en ses aspects régulation du marché. Pour se repositionner, la Poste de Côte d'Ivoire propose de nouveaux services, à savoir le courrier hybride, le commerce électronique, la distribution de documents administratifs, les livraisons à domicile. Reste maintenant à reconquérir sa clientèle. Le reportage de Guy Roger Nguessan a été commenté pour vous par Adama Koné. La Côte d'Ivoire refuse de recevoir Ebola sur son sol. Elle ne veut pas être surprise par cette fièvre hémorragique qui continue de sévir en Afrique de l'Ouest. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient de se doter d'un nouveau centre de traitement de la maladie. Ce centre entièrement équipé se trouve au CHU de Yopougon. Il est opérationnel, prêt à accueillir le premier cas d'Ebola qui, comme l'espèrent les autorités, n'existera jamais. Serge Collier. Le CHU de Yopougon a désormais son centre de traitement de la maladie à virus Ebola. Il n'existe certes aucun cas déclaré de la maladie en Côte d'Ivoire, mais le gouvernement entend prendre toutes les dispositions utiles pour faire face à une éventuelle pandémie. Sous ces 3 tentes équipées de lits, les malades seront mis en quarantaine, consultés et traités. 58 agents ont été mobilisés. Des équipes de 7 ont été formées. Ces équipes sont tournantes en permanence, toutes les 8 heures. Elles disposent d'équipements de protection individuelle et de matériel de désinfection. Ici, l'hygiène est de rigueur. Pour porter sa tenue de protection individuelle, il faut respecter des règles, notamment se recouvrir totalement le corps pour éviter toute contamination. Avant d'entrer sous les tentes, il faut se désinfecter les pieds dans de l'eau javelisée. Ensuite, le médecin, accompagné de l'infirmier et de l'aide-soignant, peut entrer en contact avec les malades. Le cas suspect d'Ebola, c'est d'abord une fièvre supérieure à 38 degrés. Après la fièvre, les signes abdominaux, à savoir douleur abdominale, vomissement, diarrhée. Et ensuite, s'installe l'hémorragie. Il faut rassurer la population. Donc pour le moment, la Côte d'Ivoire n'est pas en épidémie d'Ebola. On n'a aucun cas suspect d'Ebola à ce jour. Après chaque visite, la tenue de protection individuelle est considérée comme souillée. Elle est d'abord désinfectée, retirée délicatement avant d'être incinérée. Avec ce dispositif, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida se tient prêt à parer à toute éventualité. Le chapitre politique de ce journal à présent. Le bureau politique du RDR a tenu hier mardi une réunion extraordinaire à son siège à la rue Le Pic à Cocody. À l'ordre du jour, un seul point, l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, lancé par le président Henri Konan Bédié à Daoukro. Le bureau politique du RDR soutient cet appel. Compte rendu, Maïsakou. Toutes les composantes du bureau politique du RDR, le Rassemblement des Républicains, se sont donné rendez-vous ce mardi au siège du parti à la rue Le Pic, à la faveur d'une réunion extraordinaire présidée par le professeur Henriette Dagri-Diabaté, secrétaire général du RDR. À l'ordre du jour, un seul point, l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, lancé le 17 septembre dernier par le président Henri Konan Bédié à Daoukro. Le bureau politique du RDR soutient l'appel de Daoukro. Le bureau politique félicite le président Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président du présidium du RHDP
et lui rend un vibrant hommage pour sa clairvoyance, sa vision et sa grande sagesse, témoignage éloquent de la conscience qu'il a de l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Le bureau politique félicite l'ensemble des mouvements politiques et associatifs qui ont soutenu l'appel historique de Daougro. Le bureau politique appelle les militantes, les militants et sympathisants du RDR, les partis alliés au RHDP, les Ivoiriens et Ivoiriennes épris de paix à soutenir l'appel historique du président Aimé Henri Konan Bédié. En conséquence, le bureau politique du RDR décide que le secrétaire général du parti conduise sans délai une importante délégation à Daougro auprès du président Aimé Henri Konan Bédié pour lui exprimer de façon solennelle la reconnaissance, l'admiration et le soutien du RDR. La réunion du bureau politique du RDR a aussi été l'occasion de faire le point de la mise en œuvre des décisions relatives à la restructuration du parti. Au terme du conclave, le bureau politique du Rassemblement des Républicains a encouragé le président de la République Alassane Ouattara dans sa dynamique de rassemblement de tous les Ivoiriens autour de sa politique de développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Après cette rencontre, quelques membres du bureau politique et d'autres participants à cette réunion extraordinaire se sont exprimés au micro de notre reporter du jour, Maïsako. On les écoute. C'est d'abord une réaction de satisfaction parce que cela va permettre d'apaiser la situation. Mais en même temps, c'est une fierté pour nous du RDR parce que c'est notre champion qui a été retenu. Et nous ferons en sorte d'aller vaillamment à cette élection. Il est fait appel à la famille Oufouettis pour la création des partis unifiés. Ce sont deux grandes questions que nous abordons avec satisfaction depuis pratiquement un an. Et nous soutenons l'appel historique de Daougro dans tout son ensemble, la paix aux Ivoiriens, le développement aux Ivoiriens d'abord, une politique plus saine que de faire la politique politicienne. La mobilisation doit se sentir à tous les niveaux parce que les Ivoiriens avaient besoin de cet appel, parce que cet appel-là apporte la paix, parce que cet appel permet aux Ivoiriens de pérenniser la dynamique de développement qui est en cours. Direction Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, avec le TRIE, le train ivoirien pour l'émergence. On soutient aussi l'appel de Daougro. La candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP pour l'élection présidentielle de 2015, telle que voulue par le président Henri Konan Bédié, continue d'être saluée. La coordination du train ivoirien pour l'émergence TRIE a organisé un point de presse au cours duquel elle félicite le président du PDCI-RDA pour cette décision qui symbolise la volonté du RHDP de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui veut aller de l'avant. Lors de la mémorable visite d'État effectué par le président Ado dans la région du Ifou, que le président du PDCI-RDA, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, n'a pas hésité un seul instant à mettre fin au suspense quant à la candidature unique de son Excellence Alassane Ouattara au présidentiel d'octobre 2015 au sein du RHDP et a proposé très bientôt le parti unifié PDCI-RDR. Nous sommes convaincus que le train ivoirien pour l'émergence, parti de Bouaké, conduira son Excellence Alassane Ouattara à la gare de la victoire de l'élection présidentielle d'octobre 2015 au premier tour. Le coordonnateur national du TRIE, Yaoungoran Jacques, qui avait à ses côtés les chefs traditionnels et de communautés de Bouaké, a invité l'ensemble des Ivoiriens à soutenir le président Alassane Ouattara, dont les bonnes actions au sommet de l'État sont visibles. Il a terminé en annonçant l'installation d'une coordination du TRIE à Boisflé dans les jours à venir.
Et à Bouandougou, toujours à l'intérieur du pays, la cantine scolaire du Collège moderne sera réhabilitée. Cela grâce à Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, qui a offert du matériel de construction pour sa réhabilitation. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité et de soutien de ce mouvement aux actions du président Alassane Ouattara. Loin d'être seulement une structure politique, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 se veut également un instrument de développement. À Bouandougou, dans la région du Béré, ce mouvement œuvre pour la bonne marche du collège moderne. Il vient d'offrir du matériel de construction composé de tôles, ciment et autres pour la réhabilitation de la cantine de cet établissement et du matériel agricole pour la coopérative scolaire. Un geste salué par les populations sorties en grand nombre. Pour le premier responsable de Force 2015, ce geste vient accompagner la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour une école d'excellence. Notre ministre Kandia Kamara, le gouvernement ivoirien, avec à la tête son Excellence Alassane Ouattara, sont au travail. Il s'agit à travers cette action d'apporter notre appui à l'édification de la Côte d'Ivoire, nation émergente, nation développée, et cela passe par la contribution de chacun de nous. Les enseignants de Bouandougou, malgré les difficultés, restent concentrés sur leur mission, la réussite des enfants de cette partie du pays. Madame la ministre nous a mis en mission et nous voulons réussir. Je suis partisan de la réussite. Et malgré les difficultés, nous faisons de bons résultats. Érigé en établissement secondaire le 24 janvier 2012, le collège moderne de Bouandougou était au départ une école primaire. Aujourd'hui, sans eau ni électricité, comme un bébé, le collège moderne de Bouandougou, avec ses 516 élèves et 13 enseignants et personnels administratifs, a besoin du concours de tous pour grandir. La journée mondiale du tourisme a été commémorée le 27 septembre dernier. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu hier à Dabou, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. À cette occasion, l'atiké a été valorisé sous le thème de l'atiké, produit d'appel touristique et mets de cohésion sociale. F. Boué était à Dabou. Son reportage. Une bonne poignée d'atiké, semoule de manioc bien prisé en Côte d'Ivoire, accompagné de poissons frits, et le tour est joué. La dégustation de l'atiké individuellement ou en groupe, le geste est ancré dans les habitudes alimentaires. En tout cas, l'atiké c'est un aliment qui est très bon, qui est nourrissant. L'atiké, ce mets qui franchit aujourd'hui les frontières ivoiriennes, est produit dans la région des Lagunes, au sud, et justement, la 34e journée mondiale du tourisme en Côte d'Ivoire y est consacrée. À Dabou donc, zone productrice reconnue, les petits plats sont mis dans les grands pour la cérémonie officielle. L'atiké a franchi depuis belle lurette les frontières de la Côte d'Ivoire pour se retrouver aujourd'hui sur des tables en Afrique, en Europe, en Amérique et même maintenant en Asie. C'est dire que nous, Ivoiriens, pouvons être fiers que ce produit du terroir, essentiellement dû au travail de nos braves sœurs et épouses des champs, est une référence gastronomique de plus en plus appréciée dans plusieurs pays du monde. Une fierté exprimée par autorités locales, producteurs et population. On va aller vers la résolution du problème de l'autosuffisance en matière alimentaire pour le manioc. On va régler le problème de l'atiké pour les populations qui se plaignent de manquer d'atiké et de poissons. Et on va aller plus loin avec la création d'une usine d'amidon d'ici l'année 2015 à Dabou. Les femmes de Dabou sont des productrices d'atiké depuis des millénaires. Ça a été une tradition qui a été transmise de génération en génération. Et aujourd'hui, à travers cet événement, c'est la valorisation de l'atiké. Visite du circuit de fabrication de l'atiké, de la bouture aux produits finis à Débrimou, suivi de celle de réceptifs hôteliers. De quoi clore en beauté une journée fort colorée.
Reportage signé F. Boué et Franck Quadio. Convoqué pour une audience sur un éventuel nouveau report de son procès, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a comparu aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Je le rappelle, Uhuru Kenyatta est accusé de crimes contre l'humanité. Il est le premier président en exercice à se présenter devant la CPI. Le président Uhuru Kenyatta s'est présenté ce matin devant la Cour pénale internationale de La Haye, entouré d'une cinquantaine de supporters. Accusé de crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2007-2008, il est le premier chef d'État à comparaître en cours de mandat devant cette juridiction internationale. Une audience cruciale car la Cour doit décider si elle accepte un report sans date de la procédure ou un abandon des poursuites. Dans la salle, Uhuru Kenyatta reste silencieux. Son avocat annonce que c'est lui qui répondra aux questions à sa place. En face, Fatou Bensouda, la procureure. Elle accuse le Kenya de ne pas coopérer avec la justice internationale. Une obstruction qui serait désastreuse si elle conduisait à un abandon des poursuites, selon son représentant. Mais pour l'avocat de la défense, s'il n'y a pas de preuves maintenant, il n'y en aura pas plus tard. Le procès a échoué et il a échoué dans la mesure où il n'y a pas de perspective d'aller plus loin. Si la procureure n'intervient pas, vous mettez fin à la procédure. La procureure n'apportera pas d'autres preuves. Au Kenya, de nombreuses victimes des violences de 2007-2008 vivent toujours dans des camps de déplacés. Elles considéreraient comme un outrage l'abandon des poursuites. Si le procès de la CPI échoue, nous mettrons le feu à ce pays. Cela voudra dire que l'impunité a gagné. Un report sans date de la procédure permettrait au contraire d'attendre que le gouvernement kényan coopère, y compris jusqu'à la fin du mandat d'Uhuru Kenyatta. Le président est sorti confiant à la mi-journée de la salle d'audience, acclamé par ses supporters. C'est la fin de ce journal. J'ai été très heureux de vous le présenter. On se retrouve très bientôt, bien sûr sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.